Merci d'être venu donc à cette table ronde. Comment en finir avec la sérophobie. Il y a juste 3 jours, l'ONU-SIDA a publié des chiffres et il disait que donc, les infections au VIH ont atteint en 2023 leur plus bas niveau historique. Donc elles sont estimées à peu près à 1,7 million donc, à travers le monde. Donc une bonne nouvelle, mais aussi qui s'accompagne d'une forme de relâchement et un manque de connaissance de la maladie. C'est ce que Aide a soulevé donc, en septembre 2024 avec une étude IFOP qui a été donc, faite sur la sérophobie et sur la représentation du VIH auprès des Français. Juste quelques chiffres pour vous dire que autant en 88, 61% des Français pouvaient faire une différence entre une personne séropositive et une personne atteinte du sida, et c'est tombé à 49%. Et la peur d'attraper le sida est toujours aussi partagée en 88, 39%, qu'aujourd'hui 38% en 2024. Donc, on voit bien que cette ignorance, bien évidemment, concernant donc la vie avec le VIH, les modes de transmission, alimente une sérophobie qui est toujours bien ancrée et qui est toujours là. Je rappelle juste quand même la définition de la sérophobie, c'est le rejet et la discrimination, la stigmatisation des personnes séropositives. Et donc, nous allons voir avec les invités qui sont là. Alors, il en manque une, c'est Emmanuelle Cos, mais elle arrive, ne vous inquiétez pas. Elle a un petit problème de train. Nous allons donc voir comment voilà, cette discrimination s'exprime et comment elle reste quand même un des principaux obstacles à la fin de l'épidémie du VIH, en tout cas dans son vécu. Alors, Claire Hédon, vous êtes défenseur des droits depuis 2020. Donc, c'était une autorité administrative indépendante chargée de défendre les personnes dont les droits ne sont pas respectés et donc de promouvoir l'égalité. Et vous avez dirigé aussi ADT Quart-Monde de 2015 à 2020. Florence Thune, vous êtes directrice générale du SIDAction. Et Anthony Passeron, vous êtes auteur d'un très beau roman qui est sorti en 2022 chez Globe, qui s'appelle Les enfants endormis, qui a eu le prix Vepler, où vous racontez comment l'épidémie du sida, à ses tout débuts dans les années 80, a dévasté votre famille. On va commencer donc avec vous, Claire Hédon. Qu'est-ce que vous voyez du haut de votre vigie de défenseur des droits? Qu'est-ce qu'on observe en termes de discrimination? Peut-être un mot pour dire que donc Aide fête ses 40 ans. Moi, je me dis que ça fait 20 ans que je suis en lien avec votre ONG, parce que en étant avant, ce que vous n'avez pas précisé, à RFI, où j'étais journaliste et où j'ai présenté l'émission Priorité Santé pendant de nombreuses années. Et vraiment, moi, je veux saluer le travail des associations parce que je trouve qu'elles ont fait bouger les choses, évidemment dans le domaine de la santé, mais pas que. Vraiment, je pense aussi sur toutes les questions de droit. Et dans l'institution du défenseur des droits, pas simplement parce que j'ai été présidente d'une ONG comme ATD Quart-Monde, mais nous sommes en lien avec plus de 110 associations parce que vous voyez des difficultés que nous ne voyons pas forcément dans les réclamations de personnes qui ne nous connaissent pas ou qui n'oseraient pas forcément nous saisir. Et donc, ce lien avec les associations est pour moi absolument indispensable. Un tout petit mot juste sur l'institution. On a 5 domaines de compétences, dont la lutte contre les discriminations, mais aussi tous les problèmes de droit des usagers de services publics. Ça peut être justement les questions d'accès aux soins. Nous sommes l'organe externe de contrôle de la déontologie des forces de sécurité. Bonjour, Emmanuel. Nous accueillons donc Emmanuelle Cos. Ravie de vous accueillir. Donc, je vous présente juste vite fait, excusez-moi, je vous interromps. Donc, vous êtes l'ancienne présidente d'ACT UP 1999-2001. Ancienne ministre du Logement, et actuellement vous êtes présidente de l'Union sociale pour l'habitat. Voilà, je vous redonne la parole. J'en étais aux missions de l'institution. Donc il y a lutte contre les discriminations, droit des usagers de services publics. Nous sommes l'organe externe de contrôle de la déontologie des forces de sécurité. Nous défendons également les droits des enfants et nous sommes aussi chargés de la protection et l'orientation des lanceurs d'alerte.
En termes de discrimination, donc pour venir vraiment au sujet du jour, d'abord une discrimination en droit, hein, c'est vraiment une inégalité de traitement dans un des domaines prévus par la loi que sont l'emploi et l'accès aux biens et services. Et dans l'accès aux biens et services, il y a justement l'accès aux soins. Et dans un des critères prévus par la loi, et des critères qui sont aussi bien le fait d'être une femme, l'origine, l'adresse, l'orientation sexuelle, justement le fait d'être porteur du VIH/SIDA. Et donc je voulais vous dire les deux choses que je peux observer dans ces deux domaines que sont l'emploi et l'accès aux biens et services. Donc je vais commencer par les refus de soins discriminatoires que nous pouvons observer. D'abord, chaque année, nous sommes saisis de quelques dizaines de situations de refus de soins ou plus largement de traitements discriminatoires qui sont opposés à des personnes porteuses du VIH. Évidemment, ce n'est pas du tout révélateur de l'ampleur des discriminations. C'est-à-dire, j'ai parfaitement conscience du gap entre ce que nous pouvons voir dans une institution comme la nôtre et la réalité du terrain. Donc, ça, c'est le premier point. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas plus fréquent que ça. Mais je voudrais vous citer deux décisions dont nous sommes contents parce que nous avons obtenu gain de cause. Et c'est une décision qui a été devant les chambres disciplinaires de l'Ordre des médecins et l'autre devant les tribunaux. On a, dans ces deux cas, on rend ce qu'on appelle des observations. Dans nos pouvoirs, en fait, on a de forts pouvoirs d'enquête, mais pas de pouvoir de contrainte, mais de forts pouvoirs d'enquête. Et on a accompagné, je dirais, le réclamant, à la fois devant les ordres et après devant les tribunaux, pour montrer et prouver la discrimination. Et là, en l'occurrence, nos observations ont été suivies devant la chambre disciplinaire d'ordre des médecins, parce qu'au nom du principe de précaution, une médecin avait refusé qu'une patiente porteuse du VIH soit reçue dans la clinique afin de bénéficier d'un soin esthétique. Et la chambre disciplinaire nous a complètement suivis, a estimé que ce refus ne saurait être légitime, mais était bel et bien discriminatoire. La médecin a été condamnée pour discrimination et pratique de la médecine comme un commerce à une peine de 6 mois de suspension d'exercice, dont 2 mois fermes, et à payer 2 000 € d'amende. Deuxième, et c'est deux décisions vraiment très récentes. Et la deuxième, c'est le tribunal judiciaire de Strasbourg qui a rendu une décision le 7 novembre 2024 qui correspond aussi au sens de nos observations. Et là, le tribunal a constaté un refus de soins discriminatoire qui avait été opposé par un centre de santé dentaire. Et en fait, dans ce cas-là, la dentiste avait dit qu'elle ne se sentait pas à l'aise sur le fait de traiter une personne porteuse du VIH/SIDA. Et le tribunal a condamné le centre à indemniser le patient pour le préjudice moral résultant de cette discrimination qui a été estimé à la somme de 1 000 €. Donc, deux avancées. Bon, on fait la même conclusion, c'est que l'amende derrière n'est pas très élevée, me paraît pas encore totalement dissuasive. Je pense qu'on pourrait aller plus loin, mais c'est déjà une belle avancée de reconnaissance. Et vraiment, ces deux comportements sont contraires à la déontologie médicale, et c'est important de le rappeler. Ce que nous observons aussi, ce sont des refus de soins liés au fait d'être bénéficiaire de l'aide médicale d'État. Contrairement à tous les fantasmes sur l'aide médicale d'État, vous savez quand même que les chiffres, c'est la moitié des personnes qui devraient en bénéficier n'en bénéficient pas parce que c'est un réel parcours du combattant pour en bénéficier. Et la réalité, c'est que en fait, les bénéficiaires ne jouissent pas des mêmes droits que ceux des assurés sociaux, puisque c'est vraiment un système à part qui n'est pas intégré et qui complique de fait aussi l'accès aux soins. Donc l'enquête qui avait été menée par plusieurs associations montrait donc la moitié, ce que je vous disais, des personnes éligibles qui de fait ne bénéficient pas de l'AME, et 64% des personnes interrogées ont rencontré des difficultés pour se faire soigner, et parmi elles, 7 sur 10 ont renoncé à des soins faute de couverture de santé. C'est évident qu'en fait c'est énorme, et puis en termes de santé publique, on sait bien aussi que c'est une absurdité. Et il n'y a pas de doute là-dessus que, évidemment, ça peut concerner des personnes qui sont porteuses du VIH/SIDA. Et on a mené, nous, une enquête, puisque je vous redis qu'on ne voit pas du tout l'intégralité de ce qui se passe en termes d'accès discriminatoire. On a mené une enquête pour comparer le public normal sur l'accès aux soins avec ceux qui bénéficient de la C2S et ceux qui bénéficient de l'AME. Et la dernière enquête, elle est quand même intéressante, d'abord parce qu'on a comparé médecins généralistes, pédiatres et ophtalmo.
Ce qui est intéressant dans cette enquête, déjà, c'est que ça montre que la moitié de la population a du mal à avoir un rendez-vous avec un médecin généraliste. Hein. Donc, la question de difficulté d'accès aux soins est en train de se généraliser. Ça pourrait être d'ailleurs un petit exemple du fait que quand vous commencez à attaquer les droits d'une partie de la population, ça se répercute assez vite sur les autres, ça pourrait nous inciter à faire plus. Et il en ressort que les bénéficiaires de l'AME, ça s'est amélioré pour la C2S, et c'est intéressant parce que la C2S est vraiment rentrée. C2S, vous redonnez la complémentaire qui était avant la CMU, en fait. Voilà. Et les bénéficiaires de l'AME ont entre 14 et 36% de chances en moins d'avoir un rendez-vous chez un généraliste, entre 19 et 37% de chances en moins chez un ophtalmo, et entre 5 et 27% en moins chez un pédiatre. Et on a quand même, dans cette enquête, montré que dans 4 à 9% des situations, le cabinet médical indique explicitement ne pas prendre des patients bénéficiaires de l'AME aussi directement que cela. C'est évidemment éminemment inquiétant. L'autre domaine, donc... Alors peut-être on va faire un peu circuler la avant parole. Que je vous parle d'emploi. Voilà, c'est ça. Et l'emploi, on le verra après. On le verra après, d'accord. Florence Thune, pardon. Comment vous voyez ça, cet accès aux soins qui est complexe, qui est difficile. Aux États généraux des personnes vivant avec le VIH aide au printemps 2024, c'est ce qui remontait vraiment, c'est le vécu de discrimination dans le milieu médical. Est-ce que c'est ça aussi que vous voyez et comment l'expliquer? Bonjour. Alors effectivement, cette discrimination dans le milieu médical, elle est toujours un peu surprenante parce que en tant que personne vivant avec le VIH, c'est au départ l'endroit où on se dit qu'il ne devrait pas y avoir de discrimination. Donc on est au départ plutôt confiant quand on parle de sa séropositivité. Et de fait, c'est effectivement, en tout cas moi en tant que personne vivant avec le VIH, c'est dans le milieu de la santé que j'ai rencontré le plus de discrimination, ou en tout cas de mauvaises informations ou de maladresse. Enfin bref, on pourrait mettre plein de mots autour de ça. Et effectivement, à notre grande surprise, c'est vraiment de constater que dans le milieu médical où l'information de base sur le VIH devrait être au moins maîtrisée, et surtout ses progrès. C'est-à-dire qu'on sent bien qu'il y a toujours cette peur de la contamination, alors qui n'est pas que dans le milieu médical, mais qui serait la justification je peux rien faire pour vous, vous allez passer en dernier au bloc opératoire. Enfin, ça, je parle pour des exemples vécus. Et en fait, c'est ce qui aussi, au-delà de... Alors, vous parliez de préjudice moral, mais effectivement de l'impact moral de se retrouver à chaque fois dans ces situations-là, fait qu'effectivement, ça engendre aussi parfois un non-recours ou un non-accès aux soins, parce que quand on fait face à ce type de discrimination, et en plus à d'autres, on n'a parfois plus envie de revenir vers ce médecin, on n'a plus envie de revenir vers tel ou tel établissement, et on sait à quel point aujourd'hui, pour n'importe qui, c'est difficile d'avoir un accès un rendez-vous ou autre. Et effectivement, il y a souvent du découragement. En ce qui concerne la dernière fois que ça m'est arrivé, c'était effectivement avec une anesthésiste, et j'ai failli ne pas revenir dans l'établissement pour les soins pour lesquels j'étais censée revenir. Je savais que j'allais être bien soignée, mais en tout cas, c'est vraiment assez usant aujourd'hui en 2024 de devoir encore dire à un professionnel de santé, quel qu'il soit, que en étant sous traitement, on n'a aucun risque de transmission. Et que donc il n'y a aucune raison d'appliquer soi-disant tel ou tel protocole qui daterait des années 80. Donc on se retrouve là, et aux États généraux, c'était vraiment quelque chose de frappant, parce que les personnes aient été contaminées il y a quelques années ou il y a 40 ans, parce qu'il y avait vraiment une large diversité des personnes qui étaient présentes à ces États généraux, on avait toutes et tous rencontré au moins une situation de discrimination de ce type, et c'est assez effrayant. Alors, on peut rappeler quand même ce chiffre qui est énorme. 77% des Français pensent encore qu'il est possible d'être infecté par le VIH en ayant un rapport sexuel non protégé avec une personne séropositive sous traitement. Donc, il y a quand même cette idée que les modes de contamination ne sont pas connus, et non plus dans le milieu médical. Oui, alors je ne sais pas si à un moment le milieu médical ou le milieu de santé reflète la population générale. Enfin, je ne sais pas s'il y a quelque part cette peur irrationnelle qui est restée face aux personnes vivant avec le VIH, un truc qui nous dépasse, je ne sais pas, qui dépasse la science. Mais c'est assez effectivement
effrayant de constater ça. Et effectivement, toujours Ed a fait un sondage, on avait fait aussi dans les années précédentes, voilà, de jeunes et de moins jeunes qui pensent qu'on peut être contaminé par le VIH en partageant le même verre d'eau, et qui après, effectivement, fait que la question de parler ou ne pas parler de sa séropositivité est une question continue, en fait, pour une personne vivant avec le VIH, parce qu'elle se la pose à tous les moments de sa vie. Alors on peut très bien se dire, finalement, on est mieux à ne pas en parler du tout, mais effectivement, on peut estimer que quand au moins on est dans le milieu de soins, on devrait pouvoir en parler, parce qu'on pourrait supposer que dans certains cas, évidemment, ça puisse avoir un impact sur la prise en charge médicale. Ça vous étonne, Emmanuel Cos, de ces témoignages? Donc, pour rappeler, vous étiez donc à ACT UP dans les fin des années 90, début 2000. Les années 90. On va dire les années 90, ouais. Oui, parce que vous êtes rentré en 92. Voilà. Comment vous... Non, ça ne m'étonne pas, ça m'effraie, mais Enfin, ce qui est assez consternant, c'est que... Bon, moi, c'était il y a 30 ans, en gros, quand j'étais dans la lutte contre le sida, donc... Et je le rappelle, je ne suis pas séropositive, donc je ne l'ai pas expérimenté comme d'autres, la discrimination dans leur vie quotidienne, même si j'ai été apparentée à ça, et j'ai quand même été aussi la cible d'attaques. À l'époque, tout le monde mélangeait tout. Mais j'avais quand même un peu le sentiment, en tout cas dans les milieux associatifs et on va dire collectifs que l'on fréquentait les uns et les autres, on était quand même dans des milieux aussi un peu safe, où on pouvait, d'une part, exprimer ce qu'on avait à dire, et aussi s'éviter des mauvaises expériences parce qu'on se refilait aussi les tuyaux d'endroits où il ne fallait pas aller quand même. Mais ce qui est fou, c'est de se dire 40 ans plus tard, d'une part, il y a une ignorance qui est crasse vraiment sur le VIH. Mais je le vois moi-même, j'ai des enfants qui ont 11 ans. Je crois qu'ils n'ont même pas vraiment compris que j'avais été présidente d'ACT UP, alors qu'il y a des affiches à la maison et ils ne savent pas ce que c'est que le sida. Enfin, ils savent vaguement, mais ils n'ont aucune représentation mentale de ce que ça veut dire. Et par ailleurs, c'est ce qui vient d'être dit sur le nombre de personnes qui ont expérimenté ça dans leur vie de soignants. Et ce qui est effrayant pour moi le plus, c'est que malheureusement, moi j'ai connu des gens qui étaient dans le déni de leur séropositivité à un tel point que la seule personne qui était au courant était leur médecin traitant. Et c'est des personnes qui sont malheureusement décédées parce que le déni en fait les a rongées. Le déni, il y a eu d'ailleurs des études qui avaient été montrées à plusieurs conférences internationales sur le sida, implique il y avait des études sociologiques, je me rappelle très bien que j'en avais vu une au milieu des années 2000, qui montrait que le déni entraînait une mauvaise compliance, un mauvais parcours de santé, parce qu'en fait, on avait du mal aussi à faire part de ce qu'on vivait et tout ça. Et quand on a un soignant qui a des attitudes comme ça, en réalité, vous entretenez ça. Enfin, et c'est absolument dramatique. Et ça a un effet... tu as parlé d'un préjudice moral, mais c'est une perte de chance. Enfin, c'est vraiment ça, le sujet. Et alors, en plus, je pense que pour des femmes, je vais le dire sincèrement, je pense que ça s'aggrave par ailleurs, parce que ça peut être aussi lié quand même à un mélange de misogynie, de domination, y compris de soignants femmes. Voilà, moi, je me rappelle à ACT UP... On a même eu des discussions, on a même eu une procédure judiciaire, dans vos souvenirs, contre une soignante qui justifiait, par exemple, qu'on ne fasse pas d'essais sur les femmes séropositives et tout ça. Enfin, ça avait été un contentieux très compliqué. Donc voilà. Mais je trouve ça effrayant. Ça veut donc bien dire qu'il y a quelque chose qui a foiré dans cette histoire, parce que il y a beaucoup de choses qui restent de la lutte d'il y a 30 ou 40 ans. Et comment est-ce que sur ces sujets-là, on n'arrive pas en fait à combattre ça totalement? Et ça m'interroge, y compris sur la faiblesse en fait du corps soignant dans cette capacité à être vecteur quand même encore de préjugés et de fait d'actes discriminants qui sont d'une violence inouïe. Oui, j'avais envie de rebondir sur ce que tu disais, parce qu'on est en plein dans la question de l'intersectionnalité. Je pense qu'ici, sur les discriminations, je peux le dire, sans que ce soit mal interprété, évidemment, enfin, la question de pour une femme, oui, on est face à 2 critères de discrimination, et donc, je n'ai pas de doute que ça peut être plus difficile. Ça, c'était la première chose. Et la deuxième, parce que je trouve que vous l'avez très bien dit, c'est nous, dans nos enquêtes, comme on ne voit pas tout dans les discriminations, on mène quand même pas mal d'enquêtes, et entre autres, avec l'OIT, l'Organisation internationale du travail, tous les ans. À chaque fois, on montre l'effet délétère sur les personnes des discriminations. Ça a un impact, évidemment, sur les soins, sur la confiance en soi quand c'est dans l'emploi et pas que. Et donc, évidemment, sur la cohésion sociale. Et que si on ne comprend pas tout ça,
on n'est pas armé aussi pour lutter contre les discriminations. Mais ça a un effet très délétère. Et alors juste pour compléter, au-delà du constat, je pense que la question auquel on doit essayer de s'interroger, se poser, c'est vraiment qu'est-ce qu'on fait de ça, et notamment aujourd'hui, où est-ce qu'une personne séropositive qui va vivre ça dans son quotidien, où est-ce qu'elle peut exprimer ça? C'est où le lieu collectif d'écoute, ou juste où on peut dire les choses et on peut les vivre collectivement, et donc y compris pour pouvoir s'armer face à ça. Pourquoi je dis ça? Parce que le militantisme de la lutte contre le sida, il est très différent aujourd'hui, et c'est normal. C'est pas du tout la même chose qu'il y a 30 ans, c'est pas la même médiatisation. Ça veut pas dire qu'elle n'existe pas aujourd'hui, mais elle est différente. Et il y a aussi beaucoup de gens, je pense, qui ignorent en fait qu'ils peuvent aller frapper à la porte de Aide ou d'autres associations. Mais ça pose quand même beaucoup cette question-là, parce que moi, j'ai rencontré des personnes beaucoup plus jeunes que moi qui ont le VIH aujourd'hui et qui se vivent de manière très seule et très isolée, alors qu'on a quand même 40 ans d'expérience de lutte là-dessus et de lutte collective. Et je pense que c'est aussi une question qu'il faut qu'on arrive à s'armer, de trouver des lieux où des gens qui vivent ça peuvent l'exprimer. C'est pas que d'ailleurs dans les associations de lutte contre le sida, ça peut être dans d'autres structures collectives, dans des mouvements culturels, associatifs, tout ça. Mais ça aussi, c'est une question. Et c'est vrai que parce que tout le monde est axé sur la question de la PrEP, de l'accès au traitement et tout ça, je pense qu'on parle encore trop peu du quotidien avec le VIH et donc ce que ça entraîne. Je me tourne vers vous, Anthony Passeron. Votre livre, alors là on va faire un bond un peu en arrière, mais j'aimerais bien que vous nous disiez ce que vous pensez, vous, de cette question de l'isolement et du poids aussi de la discrimination sur les parcours de santé ou sur la famille. Alors, je fais juste un petit résumé rapide de votre livre. Donc là, on est projeté au tout début des années 80. C'est votre oncle Désiré qui, en fait, est contaminé en 81-82, vous pensez, par usage de l'héroïne, et qui meurt du sida en 1987. Et on est dans un village de l'arrière-pays niçois. Son père, donc le père de Désiré, votre grand-père, est boucher, et l'arrivée de cette maladie qui n'est encore très peu connue et qui fait très peur a bouleversé totalement votre famille. Et donc là, il y a vraiment la question de l'isolement et le poids de la discrimination quand ils arrivent à l'hôpital. Voilà. Est-ce que comment vous voyez ça maintenant ? Oui, absolument. Et pour vraiment m'accorder avec tout ce qui vient d'être dit, auquel je souscris parfaitement. Dans ma famille, on découvre le sida très tôt, si j'ose dire, avant même qu'on appelle ça le VIH, avant même qu'on comprenne exactement les modes de transmission, etc. Mais ce qu'on va découvrir très vite, c'est la stigmatisation. On ne la découvre pas directement au village, on la découvre dans le circuit de soins. Et aujourd'hui, il est notoire qu'à Nice, le professeur Della Monica, les personnes qui l'ont connu à cette époque-là me le répètent encore. Il disait que c'était un des rares médecins qui ne nous demandait pas comment on l'avait attrapé. Il voulait vraiment essayer de nous aider du mieux qu'il pouvait. Mais je pense que c'est à cet endroit-là, à l'endroit des autres soignants qui avaient souvent très peur, etc., que ma grand-mère va découvrir finalement l'opprobre qui pèse sur son fils. C'est l'exemple qui lui apprend la honte qu'elle intègre en fait. Et pendant toutes ces années, je me suis demandé pourquoi ils n'avaient pas voulu parler. Enfant, j'ai vu les actions d'Act Up à la télévision, les actions de Aide, le SIDAction, etc. Et je me suis toujours demandé, mais pourquoi il y a des gens qui sont capables de parler et pourquoi dans ma famille personne n'est capable de parler. Pendant longtemps, j'ai mis ça sur le poids du deuil, la tristesse d'avoir perdu un fils, une nièce, une belle-sœur. Mais en fait, je pense que c'est vraiment de l'ordre du traumatique à l'endroit de la stigmatisation. C'est-à-dire que pour ma famille, dire qu'on a été touché de près ou de loin par le VIH, c'est encore s'exposer à la stigmatisation. Et il se trouve qu'ils habitent à Nice, donc ils ne seraient pas là, mais je suis persuadée qu'ils ne seraient pas venus encore aujourd'hui, comme une sorte, vous voyez ce que je veux dire, une sorte de peur figée dans leur mémoire. Et je pense qu'ils demeurent ça. Et d'ailleurs, ils sont très contents de ma démarche, mais ils la trouvent un peu farfelue. Parce que finalement, c'est encore un moment où on va s'exposer à une punition, c'est-à-dire la réprobation du groupe social, etc.
Et dans ce petit village où il n'y a pas d'homosexuels, il y a des vieux garçons, encore aujourd'hui, c'est-à-dire des homosexuels dont on sait qu'ils sont homosexuels, mais on leur demande de vivre ça dans le secret de leur nuit, en fait. Évidemment, ce jeune homme et sa bande de copains qui contractent une maladie qu'on prête d'abord essentiellement aux homosexuels, dans ce milieu qui est très viriliste, et quand de toute façon ils expliquent qu'ils l'ont attrapé par usage de drogue, ils ne sont pas mieux considérés, etc., va créer une sorte d'empilement des hontes. Et une dernière chose que je voulais dire, c'est que la stigmatisation dans le contexte collectif, elle va, excusez-moi du jeu de mots, mais elle va aussi contaminer l'intime. Parce que ma famille n'a pas été imperméable à la distinction entre les bons et les mauvais malades. Mon père est sans doute toujours persuadé que son frère et sa belle-sœur sont des mauvais malades, qu'ils ont cherché finalement ce qui leur est arrivé, et à l'inverse, il a une grande mansuétude à l'endroit de sa nièce qui est décédée, parce que pour lui, c'est une vraie innocence. Et ça, dans le tissu familial, est aussi une source de pourrissement qui se perpétue. Est-ce que vous voulez réagir sur le fait que l'intime des familles est aussi impacté Et en tout cas, moi, je pense que la stigmatisation, elle fait le lit de la discrimination après. En fait, nous, dans nos enquêtes, à chaque fois, la discrimination, elle n'arrive pas d'un seul coup et d'un seul. Il y a eu avant des propos, un certain nombre de choses qui font que ça aboutit à une discrimination. Et important de rappeler que la discrimination, c'est un délit. Voilà, c'est pas une opinion. C'est bien de le redire. Je pense qu'ici, vous en étiez à peu près convaincus, mais bon, c'est peut-être bien de le rappeler. Déjà, merci pour ce livre, parce que, non, mais moi, je l'ai lu, je l'ai acheté totalement par hasard, je ne savais même pas que ça parlait de VIH, pour vous dire. Je me suis dit, tiens, ça a l'air sympa, je l'ai acheté. Non, mais, et merci aussi de redonner, en fait, une visibilité à cette histoire du VIH dans la vie des années 80 et 90. Je ne dis pas que c'est la solution, mais c'est vrai qu'à ACT UP, on était très à cheval sur la question de la visibilité, ce qui était d'ailleurs pour certaines personnes qui venaient à ACT UP difficile, en fait, puisqu'en fait, quand on arrivait dans cette association, quels que soient nos statuts, nos histoires, on se considérait tous comme séropositifs. Enfin, je veux dire, on assumait cette image qui était stigmatisante dans ce combat collectif, et y compris, on était pris en photo. C'était d'ailleurs, à l'époque... En fait, quand on était filmé, tout ça, on faisait un peu attention. On disait aux gens, si vous ne voulez pas être filmé, vous mettez sur les côtés ou devant, mais on n'y faisait pas trop gaffe. Mais c'est vrai que le groupe, je pense, nous protégeait collectivement aussi de ça, et c'était quand même un sujet très important. Moi, j'ai eu la chance, après, dans les années 2000, de travailler avec Christophe Martet sur le guide Tétu+, qui était un guide un guide pratique pour bien vivre avec le VIH, en gros, où le combat de Christophe était de faire en sorte que tous les témoignages, ça soit des personnes qui acceptent une photo et qui puissent donc exprimer aussi qu'elles étaient là, enfin qu'elles étaient dans la société, parce que c'était un énorme combat. Et d'ailleurs, on n'a pas toujours réussi. Moi, je me rappelle d'avoir été interviewée à Montpellier, une femme contaminée par voie sexuelle dans mon souvenir, et en fait, qui avait un tel parcours de vie compliqué qu'en fait, elle voulait pas s'exposer. Alors que moi, je sais que ce guide et cette visibilité permettent à des gens de s'identifier et de se dire, je ne suis pas tout seul, il y a quelqu'un à l'autre bout de la France qui vit la même chose que moi et ça peut me soutenir. Mais on était il y a plus de 20 ans. Je ne sais pas du tout aujourd'hui. Imaginons si l'épidémie arrive aujourd'hui dans un monde de communication qui est très différent, avec tout la manière dont les réseaux sociaux fonctionnent et tout ça, les questions virales. Je ne sais pas du tout si on réfléchirait de la même manière. Mais c'est vrai que je pense que c'était aussi un moyen, en tout cas il y a 30 ans, 30-40 ans, de pouvoir qu'il y ait des gens incarnent le VIH, qui puissent et justement essayer de donner, à défaut de sortir des gens du stigmate, de donner du réconfort et de la visibilité, peut-être des modèles pour certains, de se dire que c'était possible. Je le dis parce qu'il n'y a pas beaucoup de témoignages aujourd'hui, toujours à visage découvert, de personnes qui ont été contaminées. Moi, j'en ai lu quelques-uns ces dernières années, personnes qui ont été contaminées là, ces dernières années, donc dans une vie qui est très différente. Et on voit bien aussi que c'est un combat pour SIDA-Action et tout ça, mais je pense que c'est aussi important de s'interroger là-dessus. Oui, qu'est-ce que vous en pensez de cette question de visibilité, d'isolement ? Comment...
Alors, la question de la visibilité, je serais la première à dire que c'est effectivement important et que ça apporte quelque chose. Enfin, c'est ce qui m'a permis, moi aussi, déjà de croire, de savoir que j'allais vivre, hein, puisque j'avais... Pour la première fois, j'ai rencontré, mais je crois que c'est un fantasme. J'ai vu à la télé Magic Johnson, et qui avait témoigné de sa séropositivité à l'époque, et ce qui m'a permis de dire, waouh, il allait en forme, et je vais vivre. C'était en 96, et ça, c'était vraiment important à ce moment-là. Mais effectivement, la question de pouvoir, ne serait-ce que rencontrer une seule personne, c'est pas forcément à la télé, etc., mais qui partage son expérience, c'est déjà, et c'est ce qui manque aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes finalement qui sont isolées, qui ne sont pas du tout en contact avec une association. Et je pense que parfois on devrait recréer des groupes de bénévoles qui peuvent se rencontrer dans un endroit, qui ont besoin de rien en sens strict du terme au niveau médical, parce que voilà, ils vont bien, plutôt bien avec leur traitement, mais ils ont juste besoin de parler, de se dire que ça va aller et de partager les expériences. Et je voudrais quand même souligner, alors je ne sais pas s'il est dans la salle, mais en tout cas le travail qui est fait avec le magazine Remède, où là on a vraiment aussi beaucoup plus de personnes qui se visibilisent et qui peuvent effectivement témoigner à la première personne. Alors ça reste une minorité, évidemment, parmi les 175 000 personnes qui vivent avec le VIH, mais je pense que c'est effectivement une des clés, enfin, de pouvoir se dire, je vis avec le VIH, ça va, il y a parfois des moments où c'est moins facile, mais en tout cas de permettre de donner un visage, et ça permet effectivement de pouvoir lutter contre cet isolement qui est vraiment encore aujourd'hui voilà, beaucoup trop important. On pourrait se dire que le personnel médical pourrait être en tout cas la première étape d'accueil, et donc la première personne qu'on rencontre. Et là, souvent, il y a peut-être voilà, des gens qui ne sont pas assez bien formés. Vous lancez vous m'avez dit, vous lancez au SIDAction une formation du personnel médical. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors, en fait, on ne lance pas, mais on a créé en fait un collectif qui s'appelle Vieillir avec le VIH, puisque voilà, on vieillit avec le VIH, et notamment dans le cadre de ce collectif, avec plusieurs autres associations et acteurs de la santé, on commence à entendre évidemment les discriminations qui se font jour dans les EHPAD, parce qu'évidemment on apprend en avançant, et hop, rebelote, la discrimination recommence. Et effectivement, il y a un certain nombre d'acteurs sur le terrain qui, dans le cadre de ce collectif, mais dans d'autres cadres aussi, commencent à faire des formations justement auprès du personnel des EHPAD, par exemple, pour dire oui, les patients vont pouvoir partager leur repas avec les autres résidents, enfin parce qu'il faut toujours recommencer. Moi, une aide-soignante m'avait dit, mais on n'est même pas formé à prendre en charge ces gens-là. Je dis, ces gens-là, c'est des gens comme moi, vous allez voir, ça va bien aller. Et voilà, on doit... Vous avez eu des refus de place en EHPAD non, en tout cas, moi, j'en ai pas... mais en tout cas, on a... Ça, nous, on ne l'a pas dans notre spectre encore. Il y a une question aussi de coût des traitements. Enfin, il y a effectivement... mais ce que nous, on a entendu, c'est plutôt des témoignages de personnes dans maison de retraite ou EHPAD, ou qui fait que voilà, les personnes ont peur, et de nouveau se font des films sur effectivement le risque potentiel où il pourrait être contaminé. On a mené une lutte collective sur l'accès aux soins funéraires il y a quelques années. Donc voilà, même mort, on représentait potentiellement un danger. Et je pense qu'aujourd'hui, des tas d'autres facteurs qui sauraient que le défunt est porteur du VIH, malgré la loi, serait encore un petit peu hésitant. Peut-être on peut passer donc à l'autre thème, qui est donc l'autre grand thème où il y a un relevé de discrimination, c'est le milieu du travail. Et effectivement, j'allais aussi parler des soins funéraires, parce qu'en fait c'est assez récent. Je regardais, c'est 2018. Hein. C'est quand même ça aussi assez impressionnant. Et si on prend, il a fallu attendre 2015, et c'est bien la mobilisation d'AIDS, pour que l'École nationale de la magistrature arrête d'imposer des critères de santé excluant les personnes vivant avec le VIH. À l'École de la magistrature, 2015. Voilà. Tout ça n'est pas encore très loin. Et alors, on a encore des situations où il y a de la discrimination dans l'emploi, donc on considère que ça continue à être discriminatoire. Certaines professions restent encore fermées, celles des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires qui ne sont pas sous statut militaire. En plus, vous allez voir, on est quand même dans quelques absurdités, parce que sous statut militaire, ils peuvent. Mais quand ils ne sont pas sous statut militaire, ça reste complètement fermé. Le ministère de l'Intérieur, par un arrêté du 25 novembre 2022, a abrogé le référentiel CIGICOP et pour évaluer l'aptitude à exercer les emplois dans la police nationale, mais
ne l'a pas fait pour les sapeurs-pompiers qui ne sont pas justement sous le statut militaire. Dans l'armée a également modifié sa position, c'est le 9 mai 2023, enfin, tout ça est quand même excessivement récent, et quand même dans l'armée, vous avez des restrictions d'activité pour certaines personnes séropositives asymptomatiques. Il y a toujours une différence de traitement entre ces personnes et les personnes séronégatives dans l'activité professionnelle. Les personnes séronégatives dans l'armée bénéficient d'une note 1, les séropositifs asymptomatiques sous traitement sans conséquence, une note de 2, et donc certains emplois leur sont encore fermés. Donc oui, enfin, on a des avancées, mais il y a encore un certain nombre de blocages, et donc il y a encore besoin d'avancer. Après, nous, je vous redis, par rapport à tout ce que vous pouvez raconter, je me dis, mais en fait, on est quand même très peu saisis. Et donc, on fait un appel à témoignages sur ces difficultés d'accès aux soins de façon générale jusqu'au 6 janvier. Vraiment, je vous incite à nous contacter parce que comme il y a un certain nombre de choses qu'on ne voit pas dans nos réclamations, on a absolument besoin de mener des études et des enquêtes pour essayer de quantifier cette ampleur des discriminations. Et vous l'avez dit tout à l'heure, dans la santé, ça reste quand même terriblement étonnant de penser qu'il y a encore des médecins pour refuser des soins à des personnes sous prétexte qu'elles sont porteurs du VIH-Sida. Enfin, il y a quand même pour le coup une absurdité absolument totale, en dehors du fait que je redis, c'est un délit et c'est contraire au code de déontologie des médecins. Mais voilà. Peut-être, je pense que parfois c'est compliqué parce que c'est pas une situation de discrimination toujours au sens où on vous refuse les soins, c'est plutôt un impact moral. C'est des petites phrases. Voilà, c'est la dernière fois, quand on m'a dit vous allez passer en dernier au bloc opératoire avec ce que vous avez, enfin déjà sans même pouvoir nommer la chose, il n'y avait pas de discrimination au sens strict du terme. On peut y aller là-dessus. Si. Oui, mais c'est vrai que en fait, en tant que personne individuelle, voilà, sur le coup, on se dit mais c'est juste pas possible. Et bon, en l'occurrence, je suis pas passée en dernier au bloc opératoire, mais c'est vraiment ces situations où on reste soit bouche bée, soit très énervé, soit on vient pas. Et je pense qu'effectivement, je vois bien à quel point, même moi qui suis relativement bien informée, etc., j'imagine effectivement la quantité de personnes qui souffrent de ce type de discrimination, et bien d'autres, sans effectivement penser à se saisir, aller plus loin. Oui, non, et quand je dis ça, parce qu'évidemment, moi j'ai plutôt envie d'inciter à nous saisir. On a un numéro de téléphone, le 3928, où on peut vous donner justement des informations sur les questions de discrimination et appeler, c'est pas forcément nous saisir. Mais je veux pas faire peser le poids de la lutte contre les discriminations sur les victimes, en leur disant en plus, quand même, vous pourriez nous saisir. Non, mon propos n'est absolument pas celui-là. Mais c'est sûr que ça reste quand même important pour faire changer les pratiques. Parce que je pense quand même que là, les deux médecins, le médecin et le dentiste, je pense quand même qu'on va peut-être le faire évoluer dans ces pratiques une fois qu'il y a une condamnation. Et dans le milieu du travail, il y a quand même comment on peut intervenir, parce que c'est extrêmement compliqué. Comme vous le dites, ça peut être très insidieux. C'est pas des est-ce que vous avez des remontées sur les discriminations au milieu du travail? Alors, ce qu'on entend plutôt, c'est je ne dis rien. Donc même au médecin du travail, parce que j'ai trop peur. Voilà, oui, tout à fait. Oui, et ça, c'est vraiment le lieu du travail. J'ai envie de dire, c'est soit un coup de bol qui fait que vous avez des collègues qui sont plutôt ouverts et tout va bien, soit vous avez des collègues qui vont hésiter à passer aux toilettes derrière vous parce qu'ils vendent de votre séropositivité. Donc, et la médecine du travail aussi est chaque fois, souvent, un lieu où on se dit finalement, est-ce que je vais le dire, est-ce que je dois avoir confiance. J'ai été en contact longtemps avec une jeune fille qui avait appris sa séropositivité juste un an après. Elle avait intégré un grand groupe français. Elle avait une très bonne position et elle avait la visite de la médecine du travail et elle était terrifiée à l'idée de cette visite, en me demandant même si je pensais qu'avec l'analyse d'urine qui allait être faite, ils allaient découvrir qu'elle était séropositive. Donc voilà, elle m'a dit, est-ce que je dois le dire ou pas? Je dis, mais ça, je ne peux pas prendre la décision pour toi. Mais en tout cas, si tu dis, et moi je ne le dis pas, bon, moi il suffit de taper mon nom sur Google, c'est un peu idiot, mais en tout cas, moi je ne le dis pas parce que parfois j'en ai marre de le dire, mais en tout cas, je lui ai dit, par contre, si tu le dis, derrière, si tu ne le dis pas, il y a une mécanique que tu dois enclencher qui fait qu'à la question de savoir si tu suis un traitement, évidemment, il ne faut pas que tu dises que tu suis une trithérapie. Donc ça veut dire que parfois, il faut tout le temps faire marcher son cerveau pour se dire, est-ce que si je ne le dis pas, il faut que je mette en route un certain nombre de mécanismes pour qu'on ne le sache pas. Anthony, on voit bien que le dire est encore un enjeu et votre livre, c'est une façon de dire. Et donc, comment inciter à dire ou
Je l'ai expérimenté avec les miens. Le pari du livre, c'était de les mettre devant le fait accompli, de leur montrer par l'exemple que la parole pouvait avoir cette dimension libératoire, que les temps, je l'espérais en tout cas, avaient suffisamment changé pour qu'ils puissent assumer cette histoire, mais c'était sous-estimer la rupture d'abord générationnelle, c'est-à-dire que pour eux, ils ne demandaient pas d'hommage et ils ne demandaient pas à sortir de leur silence dans lequel ils sont confortablement installés, et aussi une rupture géographique. C'est-à-dire que dans ce petit village d'environ quelques centaines d'habitants, dire que désirer se droguer, c'est insulter la famille Passeron. Parce que finalement, on n'a pas réussi à sortir de cette condamnation morale à l'endroit des drogues, etc. Et donc, il n'y a aucune bonne raison de dire pour eux. Et de ce point de vue-là, ça m'a permis de mesurer de manière très narcissique, finalement, le chemin que moi j'avais parcouru. Je n'ai pas parcouru beaucoup, hein, j'habite à Nice, à 50 km du village, mais en termes de relation au VIH, j'ai parcouru un très grand chemin, évidemment. Mais encore une fois, ça m'a davantage éloigné d'eux que ça ne m'a rapproché d'eux. Même si j'ai tenu, justement, on me demande parfois pourquoi j'ai signé Passeron, parce que si je mets Passeron plus les prénoms, évidemment, c'est pas trop dur d'identifier la famille, etc. Mais pour moi, évidemment, il était nécessaire de ne pas se cacher. Et la seule chose que j'ai faite, c'était de ne pas nommer le village, d'abord parce qu'il n'a pas un prénom très esthétique et facile à prononcer, mais aussi parce que y a des villages comme celui-là, il y en a eu énormément, et que je voulais que le lecteur puisse projeter son village, qu'il s'agisse de l'Aveyron ou de la Lozère, peu importe. Comment on peut lutter? Là, alors on peut vous saisir, mais bon, voilà. Mais comment concrètement on peut lutter contre ces discriminations? Qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je reste persuadée qu'il faut des grandes campagnes d'information sur ce que sont les discriminations et tout domaine confondu. Donc, je peux vous le dire, moi j'ai une inquiétude sur la façon dont le gouvernement actuel, la question des discriminations est dispatchée entre le ministère des Solidarités avec la partie handicap et femmes-hommes, puis alors tout le reste c'est au ministère de l'Intérieur. Comment vous dire, on l'avait jamais vu ça. Oui, c'est ça. Mais donc ça, on l'avait quand même jamais vu, la lutte contre les discriminations au ministère de l'Intérieur. Et je reste persuadée qu'il faut traiter l'ensemble des discriminations, tous critères confondus, ensemble, et pas saucissonner les choses, parce que ça procède quand même de quelque chose du même ordre, sur justement une égalité non reconnue. C'est quand même écrit sur tous les frontons de nos mairies, et on n'y arrive pas du tout. Donc je pense qu'il faut des grandes campagnes pour expliquer ce que sont les discriminations et l'impact que ça a sur les personnes. Enfin, vous l'avez dit, même redit tout à l'heure. En fait, une des façons, finalement, on entend ça et puis on réagit pas, et puis ou bien on n'y va pas. Mais le risque, il est effectivement celui-là, de renoncer aux soins, au bout du compte, quand il y a discrimination. Moi, j'admire les gens qui nous ont saisis, qui sont allés au bout de la logique. Et donc, voilà, moi, je pense qu'il faut informer et dire pourquoi on a besoin de lutter contre les discriminations. Et puis, sur ces discriminations, honnêtement, ce qu'on observe, c'est que quand on commence à attaquer les questions d'égalité femmes-hommes, ça concerne aussi la question de l'origine, de l'orientation sexuelle, de la question de la maladie, du handicap. Enfin, très vite, l'ensemble. Les discriminations sont liées. Très vite, l'ensemble est concerné. Il ne faut pas croire que c'est parce que ça touche une partie de la population, ça ne va pas toucher dans leur ensemble. Donc, voilà, moi, je pense qu'il faut absolument communiquer. Et je redis, le 39-28, ça vous permet juste d'avoir une oreille attentive qui va vous dire si c'est une discrimination. On est d'ailleurs frappé du nombre d'appels qu'on a qui ne se transforment pas en réclamation, alors qu'en fait, ça concerne vraiment des situations de discrimination. Mais on comprend très bien. Les gens, ils ont juste besoin d'entendre « j'ai pas rêvé, c'est bien une discrimination, c'est pas pour autant que je vais vous saisir ». Et je fais juste une petite parenthèse parce qu'au mois de juin, on a eu une augmentation de 70% des appels avec des propos racistes, sexistes, évidemment liés à la campagne électorale et homophobes. Et je trouve ça quand même terriblement inquiétant. Alors, je vais me faire engueuler par Claire, mais dans le secteur HLM, on a eu beaucoup de remontées dans nos agences locatives durant la période de juin sur des propos comme ça, ouais. Mais bon, elle va m'engueuler parce qu'elle devrait me dire, mais dans tes agences, ils devraient inciter à faire des réclamations. Je comprends. Mais tu as raison. Enfin, faire des campagnes sur les discriminations, ça veut surtout dire aussi qu'on parle des vrais sujets. Il y a le VIH, bien sûr, mais en fait, derrière, il faut parler de sexualité, de genre, d'égalité, de l'immigration. Enfin, quand je dis tout ça, évidemment, dans des termes, vous l'avez bien compris, pas péjoratifs.
Et on voit bien quand même cette déferlante, enfin ce délire quand même, et qui va très loin sur... je mélange tout, mais le wokisme, la théorie du genre et tout ça, c'est en fait un truc qu'on se prend dans la tête, de décennies d'affirmation. On a essayé justement de se battre contre cet obscurantisme. Et c'est vrai que quand même, la saloperie et la dureté qu'était le VIH a fait qu'on a pu être beaucoup plus puissant pour aussi dénoncer à l'époque l'homophobie et plein d'autres choses. Parce que l'épidémie était terrible. Et là, je sens bien en fait qu'on n'a pas d'écoute, et pire, on a des gens qui sont mobilisés pour contrer ces discours-là. Et le fait tout simplement on voit le délire, c'est juste comment on parle de sexualité à l'éducation nationale, enfin, c'est délirant. Et en effet, penser que les discriminations sont sous le ministère de l'Intérieur, c'est quand même je pense que je ne sais même pas si ça avait déjà existé. En tout cas, c'est une vision très particulière d'envisager la lutte contre les discriminations et la lutte pour l'égalité, parce qu'il y a quand même un sujet qui est très fort sur l'égalité. Je voudrais dire par ailleurs deux choses. Je peux rebondir sur tes cours d'éducation. Non, mais les cours d'éducation sexuelle à l'école, vous voulez... Non, mais vous voulez en faire une... Pardon, alors je voulais juste parler, parce qu'on a parlé des EHPAD, j'en profite. Mais parce que quand même, m'occupant de logements HLM, et en fait, les bailleurs HLM ont beaucoup d'EHPAD dans leur patrimoine propriétaire. C'est une question très forte sur laquelle je pense qu'on a beaucoup de choses à inventer et certainement des réflexions communes à avoir. Parce que la bonne nouvelle, c'est quand même il y a des séropositifs qui vont vieillir et qui vont avoir une belle vieillesse. Et ça, c'est quand même une victoire en soi formidable. Mais on ne s'est pas battu pendant 40 ans pour arriver dans un EHPAD pour être en fait discriminé, maltraité, pas reconnu dans sa sexualité, dans sa vie et tout ça. Et franchement, ça pose beaucoup de questions, y compris sur les EHPAD publics. Tu l'as dit, les EHPAD qui accueillent des personnes qui sont sous ressources minimales. Et il est hors de question. Les EHPAD n'ont pas refusé quelqu'un en raison de sa pathologie pour les traitements, mais il faut quand même être très clair. Mais ça pose quand même des questions. Parce qu'aujourd'hui, une offre de... Alors, il n'y a pas que les EHPAD, je pense même aux habitats seniors pour des gens qui vivent sous le seuil de pauvreté. Donc, ce n'est pas que les EHPAD où on est dépendant. Ça peut être des HLM pour public senior. Mais c'est sûr que ça pose des tas de questions sur lesquelles, aujourd'hui, on est un peu nul. Je pense qu'il y a très peu d'expériences très ouvertes. Et en plus, on ne l'affirme pas. Donc, on n'a pas non plus le public, puisqu'on ne dit pas à un public futur qu'on va être accueillant et qu'on va être bien. Mais c'est des choses sur lesquelles quelques bailleurs sont en train de réfléchir. Et je pense qu'à un moment, il ne faudra pas qu'on réfléchisse tout seul, mais qu'on réfléchisse avec des associations qui ont déjà un peu mûri des réflexions là-dessus. Je voulais juste revenir donc effectivement sur ce projet de programme d'éducation à la vie affective et sexuelle qui a déclenché donc une polémique monstre. Alors qu'il n'a pas encore été présenté, donc pris d'assaut par les mouvements de droite et d'extrême droite. Et donc on en parlait. Et donc, alors qu'il s'agit de parler de sexualité dans des termes bienveillants, comment on peut comprendre cette opposition, et qu'est-ce que ça, et en fait, c'est quoi la répercussion, notamment pour les gens qui vivent des discriminations, donc la difficulté. Alors effectivement, on est au cœur des choses en ce moment. À SIDAction, on avait porté plainte avec le planning familial et SOS Homophobie pour auprès de l'Éducation nationale pour la non-application de la loi de 2001. Et on a vu, on voit à quel point en fait le lien parfois entre VIH et sexualité des fois est un peu flou, puisque nous on nous a demandé mais pourquoi est-ce que finalement SIDAction s'intéresse à cette question-là. Vous êtes très bien dans la lutte contre le VIH. Pourquoi vous allez vous occuper de l'éducation à la sexualité à l'école? D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore allé visiter notre site SIDAction avec 3x.fr, n'hésitez pas. De fait, on doit réexpliquer que évidemment il y a évidemment un lien entre VIH et sexualité, et que si des ados ne rentrent pas dans une sexualité épanouie, consentie, elle ne sera pas non plus protégée. Donc il faut vraiment qu'on reparle de tous ces éléments. Alors après, effectivement,
si c'est aussi violent aujourd'hui, tu parlais des réseaux sociaux, mais c'est aussi parce qu'on voit tout ce qui se dit aujourd'hui de faux sur ce que seraient ces programmes d'éducation à la sexualité tout au long de la scolarité. Donc ça fait ressortir, ok, parlez-nous de prévention de sida, mais pas du reste. Donc on est vraiment là face à quelque chose qui émerge aujourd'hui de formes réactionnaires en tout genre, hein, parce que ça concerne le droit des femmes, ça concerne plein de choses. Et là, effectivement, l'éducation à la sexualité fait ressortir tout cet aspect. Et je pense que c'est important de ne pas lâcher ce combat. On voit déjà à quel point c'est fragile. On ne sait pas encore ce qu'on voit de tous ces programmes. C'est-à-dire que même si la ministre de l'Éducation nationale a quelque peu désavoué son ministre de la réussite scolaire sur la question de la théorie du genre et j'en passe, on se rappelle ce qui s'est passé avec les ABCD égalité. Enfin, on est vraiment en danger, parce que même si ces programmes sont officialisés, il suffit d'un décret pour que dans un an, on reparte et on voit ce qui se passe aux États-Unis. Donc ça, on est vraiment... c'est important d'avoir un combat collectif sur cette question, pour faire en sorte que finalement la question du VIH est une question, j'ai envie de dire, parmi d'autres dans ce combat qu'on doit mener. Vous vouliez réagir ? Alors là, effectivement, c'est du coup aussi au titre de la défense des droits des enfants. Je trouve cette polémique effrayante, absurde. Évidemment qu'il faut informer les enfants. D'abord, quand vous voyez le nombre d'enfants victimes d'agressions sexuelles, je pense que les informer sur leurs droits et sur les questions de sexualité est absolument indispensable. Je trouve ça effrayant. Puis alors, moi, j'y vois quelque chose de totalement absurde. Manifestement, il y a pour l'instant un mouvement pour vraiment lutter contre le harcèlement scolaire. C'est vraiment mis au devant et c'est important. Et nous, on voit beaucoup de situations de harcèlement. Mais les situations de harcèlement, elles sont liées à quoi la plupart du temps ? Eh bien, avec justement des propos liés à une orientation sexuelle supposée, parce qu'ils sont tout petits, le fait d'être une fille et de ne pas être un garçon. Enfin, on en revient exactement aux cours d'éducation sexuelle. Donc on dit d'un côté on veut lutter contre le harcèlement et puis on ne veut pas faire ces cours d'éducation à la vie affective et sexuelle. Moi je suis absolument effrayée sur une polémique qui pour moi n'a pas lieu d'être et qui est juste indispensable pour les enfants de les former, de les informer. Oui, je souscris à tout ce qui a été dit. En tant qu'enseignant, j'ai commencé à enseigner quand les attentats du 11 septembre sont enfin rentrés dans les programmes scolaires. Et en tant que professeur stagiaire, on nous disait attention, c'est l'endroit de tous les dangers, vous allez entendre des énormités. C'est vrai qu'il y avait des enfants qui me disaient voilà, ils n'ont pas eu lieu, il y avait le complotisme qui remontait, il fallait être armé pour répondre, etc. Mais ces dernières années, c'est beaucoup plus facile d'enseigner les conséquences de la guerre d'Algérie que d'éduquer à la sexualité. Et d'ailleurs, il se trouve que je ne suis pas du tout professeur de SVT, mais dans les nombreux établissements que j'ai traversés, finalement, ce qu'on fait en début d'année, c'est qu'on en appelle aux bonnes volontés. Et en tant qu'auteur, j'ai vraiment passé mes 2 dernières années dans des établissements scolaires. J'ai pu admirer de magnifiques distributeurs de préservatifs hors d'usage qui restent là, fixés au mur. Voilà. Et surtout, alors je suis un anxieux pathologique, hein, donc je vais essayer de voir le bon côté des choses, mais là c'est vraiment difficile. Pour voir le bon côté des choses, c'est que j'ai vu des initiatives individuelles à l'intérieur des établissements extrêmement intéressantes. On est passé de l'établissement qui ne fait rien, qui ne veut rien faire, à des établissements, je pense à Saint-Martin-en-Galles, je crois, je ne veux pas dire de bêtises, bref, le lycée Rosa Parks, ou pas exactement, Elsa Fitzgerald, oui, j'en ai fait trop, mais un établissement dans lequel non seulement l'infirmière est habilitée à donner des préservatifs, mais il y en a en libre accès à la vie scolaire et les surveillants en ont en fait. Donc c'est des établissements qui ont pris conscience qu'il faut qu'ils soient facilement accessibles, etc. Et par exemple dans mon village, je sais qu'il y a Christophe qui travaille à Paris sans sida. Moi je voudrais créer le premier village sans sida. C'est pas gagné parce que justement quand j'ai suggéré qu'on installe enfin un distributeur de préservatifs, on m'a expliqué que la pharmacie était exposée au sud et que le soleil risquait d'abîmer les préservatifs. Voilà ce qu'on m'a dit. Donc il ne faut pas sous-estimer la bêtise des gens pour imaginer des freins. Et de ce point de vue-là, j'ai peur que... Voilà, je préfère le dire en riant, mais... c'est à vous. C'est les questions à la salle, si vous voulez. Je pense qu'on a déjà bien... Qui se lance ? Ouais, il y a un micro. Quelqu'un doit vous apporter un micro. C'est vrai qu'on... Ah voilà, et un peu de lumière, ce serait bien. Et merci. Ouais. Merci. Bonjour, donc je m'appelle Stéphane, je suis militant chez AIDE.
Je vis avec le VIH depuis 25 ans. Et je voulais juste rebondir sur la sérophobie, parce que pour moi, la clé de la sérophobie, c'est le fait que le message que les personnes séropositives traitées ne transmettent plus le VIH, ce message-là ne passe pas encore. En début d'année, Florence était en interview sur France Inter pour le SIDAction avec le professeur Gilles Pialou. Et le professeur Gilles Pialou a dit cette phrase que je me suis réappropriée, que je trouve absolument géniale, qui apparemment n'est pas de lui, elle est du professeur Rosenbaum, qui a dit « Aujourd'hui, un des moyens de ne pas attraper le VIH, c'est de coucher avec une personne séropositive sous traitement. » Et ça, il faut qu'on soit fier de le dire. Il faut qu'on le dise haut et fort. Et pourquoi il faut qu'on le dise? Parce que moi, j'ai eu une relation avec un garçon l'an dernier, dans une relation monogame. Donc, moi, j'étais séropo, il était sous PrEP. Et un soir, on discute au dîner, et je m'aperçois qu'il ne prend pas sa PrEP. Et je lui dis, Donovan, tu as arrêté la PrEP? Il m'a dit, je n'ai pas besoin, je couche avec toi qu'avec toi, donc tu me protèges du VIH grâce à ton traitement. Et même après 12 ans de militance, ça m'a vachement ému qu'il ait ce message-là. Donc je pense qu'il faut qu'on trouve un moyen pour lutter contre la sérophobie, pour lutter contre les stigmatisations et pour lutter contre les discriminations, de faire passer le message que les personnes séropositives sous traitement ne transmettent plus le VIH. Oui, je peux ne être d'accord. C'est-à-dire qu'il faut même, quand moi j'en parle en interview notamment, enfin j'en profite à chaque occasion, je vais jusqu'au bout de la phrase. C'est-à-dire qu'il faut rendre les choses aussi concrètes. Je dis, ça veut dire qu'avec mon mari qui est séronégatif, j'ai des relations sexuelles sans préservatif. C'est-à-dire que si vous ne montrez pas en plus ce que ça veut dire concrètement, et c'est à ce moment-là que parfois des personnes, quand j'ai fait des témoignages publics, ont pu réagir. Je me souviens d'une pharmacienne, décidément, qui m'a dit, mais vous êtes sûr? Mais enfin voilà, c'est-à-dire qu'il faut vraiment, parce que quand on vous parlez de, si vous dites les études scientifiques prouvent qu'il n'y a pas de transmission, ça reste encore même théorique. Mais c'est vrai que quand on voit aujourd'hui que même des femmes qui souhaitent avoir un enfant, on a encore des situations où on leur dit vous êtes sûr de vouloir avoir un enfant, alors qu'on sait que voilà, des femmes séropositives peuvent avoir des enfants sans aucun souci. Il y a encore voilà, du chemin à faire sur cette question. Et comment il faut on peut le dire faire passer ce type d'infos? Mais est-ce que je peux faire un rapprochement un peu plus loin, une petite l'AME? Enfin, je veux dire, aller rendre plus difficile l'accès aux soins quand on sait qu'un des moyens de prévention et de limiter la transmission, c'est que les gens soient dépistés sous traitement, et en parallèle, on voudrait limiter l'accès aux soins sur l'AME, mais c'est exactement l'inverse qu'il faut faire. Enfin, il faut au contraire, quand on sait qu'il y a 50% des gens qui devraient bénéficier de l'AME qui ne l'ont pas, il faut faciliter l'accès à l'AME. D'ailleurs, il faut même mettre l'AME dans le système général d'assurance maladie et arrêter de le séparer. Mais enfin, je veux dire, il faut aller jusque-là, autrement on n'est pas logique. Mais ne serait-ce que d'un point de vue financier, c'est totalement absurde. Voilà. Bon, Michel Barnier fait l'inverse. Hein. Ça ne m'a pas échappé. Alors, comment on fait? Moi, j'ai perdu le fil du nombre de ministres, pas du logement, mais c'est pareil, de la santé depuis 8 ans. Mais est-ce qu'il y a une autorité? Je parle pas, enfin, je pense que les personnes vivant avec le VIH sont une autorité. Mais au-delà d'eux, parce que moi aussi, je t'ai entendu plusieurs fois, et à chaque fois, on voit bien que les journalistes sont très surpris quand tu le dis. Mais à part les personnes vivant avec le VIH ou des soignants, combien d'autorités politiques, locales ou nationales, ont dit la même chose? Franchement, il y a plein d'élus qui vont à un moment intervenir sur le VIH. Et là, demain, le 1er décembre, on va avoir des tas de trucs. Combien d'élus vont dire ça dans un discours, qu'il soit donné à 30 personnes sur une place pour montrer sa solidarité, ou dans des trucs à la télé? Donc, je pense que revenir sur le b.a.-ba d'avoir... Enfin, je dis ça, mais le VIH est quand même très invisibilisé dans le discours, je trouve... notamment des autorités politiques, et hormis un peu au 1er décembre et évidemment aussi d'action, et je pense que c'est des choses simples à dire. Avec un traitement que vous prenez et ce suivi, vous n'êtes plus contaminant. En plus, c'est une telle victoire. Moi, ce qui me rend dingue, c'est que par ailleurs, c'est une victoire de malade quand même qu'on a obtenue. Enfin, c'était... Oui, non, c'est un jeu de mots mauvais, j'ai bien compris, pardon. Mais c'est inespéré. Si on se remet 20 ans en arrière, est-ce qu'on aurait pu dire un jour le VIH sera indétectable? Et en fait, même cette victoire-là, elle a été relativement, je trouve, invisibilisée
en disant bon, bah, il y a la PrEP. Mais en fait, non, c'est plutôt de ça. Vous allez vivre avec le VIH, vous n'êtes pas contaminant, mais on n'est pas assez en fait à pouvoir le dire, et c'est très peu repris, c'est très peu dit, et tu as raison. Une campagne qui le dirait en direction des personnes séropositives. Mais malheureusement, on n'a pas que ça sur la question du VIH. Regardez sur la question de l'accès à l'avortement. On leur parlait de la sexualité, mais des adolescentes face au droit à l'avortement, c'est aussi très compliqué aujourd'hui, et c'est d'une même violence. Juste pour voir à quel point c'est effarant, je me suis retrouvée un peu par hasard dans une boucle WhatsApp avec les journalistes qui couvraient le procès des viols de Mazan, parce que j'étais intervenue sur le fait qu'un des accusés était séropositif, et je n'étais pas sûre de comprendre finalement en quoi ça jouait. Donc j'ai posé la question de savoir si on savait si dans le procès cet homme était sous traitement, et donc a priori il n'avait pas de risque de transmission, et donc ça n'avait rien à faire donc dans le procès. Et donc j'ai été inclus dans la boucle WhatsApp des journalistes qui suivaient ce procès, et on m'a confirmé qu'aucun d'entre eux ou d'entre elles ne savait qu'effectivement, en étant sous traitement, il n'y avait pas de risque de transmission. Et je me suis dit, c'est juste fou, parce que j'avais affaire plutôt à des journalistes qui étaient assez jeunes et qui n'avaient pas cette information. Et on voit donc ce que ça donne dans le traitement médiatique pour continuer à en faire du buzz sur ce type de. Mais cette information n'a jamais fait l'objet d'une campagne publique. Je crois pas. Bah ouais, c'est ça quand même. Ça commence heureusement au niveau local, au niveau des villes, Paris sans sida, au niveau de Marseille sans sida. Ahurissant. Moi, j'ai un souvenir précis, quand je faisais l'émission Priorité Santé, d'un jour où Willy Rosenbaum me dit, mais en fait, moi, mais il ne le dit pas à l'antenne d'abord, il me le dit, mais moi, en fait, mes patients, je leur dis, mais à partir du moment où vous êtes sous traitement avec une charge virale indétectable, je leur dis, mais vous ne vous obligez pas à mettre un préservatif, c'est pas la peine, en fait, vous ne pouvez pas transmettre. Et j'ai le souvenir aussi du jour où il me dit, bon, maintenant, on peut le dire à l'antenne, il faut le dire publiquement, parce que c'est un des moyens aussi de développer l'accès au traitement. Par contre, je ne suis pas capable de me rappeler l'année. Mais j'ai vraiment ces deux moments très précis. Mais c'est vrai qu'on communique, enfin, à mon avis, on ne communique pas assez là-dessus. Ouais. Vous allez dire que je yoyote ceux qui sont là depuis ce matin, mais j'ai déjà dit ça une fois. Ouais, tu sais, Christophe. Donc, en termes de campagne, je crois qu'il y a effectivement la nécessité de faire une campagne comme ça. À Marseille, la ville de Marseille, du coup, s'est engagée cette année avec Vers Marseille sans sida. Et on affiche à partir de demain, la façade de l'hôtel de ville est couverte de 2 affiches où il est marqué « Une personne séropositive avec un traitement ne transmet pas le VIH, luttons contre le sida, pas contre les séropositifs ». Ça est couvert sur l'ensemble des murs des métros, des totems de la ville, des affichages du parc Chanot. On a eu la plus grande couverture médiatique des 10 dernières années, je pense, parce que tous les journalistes voulaient savoir ce que ça voulait dire, en fait. Donc j'ai même fait France 3 Méditerranée. Ça n'était plus arrivé depuis 20 ans. Donc, et je pense que moi, ce que je veux voir avec mon ami Christophe et des autres villes, c'est que ça peut passer que par les villes aussi. Hein. Donc, parce que si on attend l'État, on sera tous morts hein, d'autres choses. Santé publique France est sous la couverture de l'État. Il faut passer par les villes essentiellement pour pouvoir agir. Et ensemble, on peut prévoir des campagnes communes. Parce que là, ça passe, les gens posent la question. Oui, bonjour. Juste une remarque sur... je suis étonnée de votre étonnement, parce que là, on parle de confiance. Et quand on voit comment le milieu médical s'est étripé autour du Covid au niveau national, moi, je suis très atypique. J'ai toujours eu méfiance par rapport à la médecine. Et je vis dans une famille plutôt médicale. Et aujourd'hui, quand je vis le Covid, je trouve ça normal. Enfin, je trouve que c'est inquiétant pour les gens. Donc, ils n'ont plus confiance. On est passé de la confiance à la méfiance dans toute la société et partout, donc dans la médecine aussi. Donc c'est logique que malgré vos affiches, les gens n'y croient pas. Donc les témoignages peut-être plus précis qu'évoquait Florence tout à l'heure me paraissent peut-être le biais le plus important. Et les mots d'ordre, je ne pense plus qu'ils auront à faire à cause de cette méfiance. Mais ça, c'est un point de vue sociologique. Hein, c'est pas... Voilà, moi je lutte aussi contre les discriminations au VIH par ailleurs. Ce n'était pas mon propos du tout là. C'est vrai, je voudrais juste compléter en disant, il m'est arrivé de penser que si jamais par malheur Emmanuel Macron disait que quand on est sous traitement, on ne transmet pas le VIH, je crois qu'on ne croirait pas en fait, ça aurait l'effet contraire en fait, donc c'est effectivement... Enfin, c'est tout ce qui immerge du complotisme et de tout ce qui aussi l'opinion par rapport aux politiques. Pareil, je me suis dit, oulala, au secours. Bonjour tout le monde. Alors, moi, je veux rebondir sur la question des soins.
vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui que le regard sur la prise en charge du VIH a changé. En ce sens que le VIH, voilà, les personnes vivant avec le VIH sont vues comme des personnes envers lesquelles on ne doit plus porter trop d'attention en termes de soins et voilà, et tout ce qui concerne aussi la question des titres de séjour. On ne classe plus le VIH dans cette catégorie-là. Et ce que je vais souligner ici, il y a un souci au niveau des soins. Ce souci, c'est quoi? C'est de dire qu'aujourd'hui, en tant que personne vivant avec le VIH, on a franchi un certain cap en termes de bien-être et que tout ce qui est greffé autour des effets néfastes du traitement, que cela ne doit pas, en tant que tel, être vu comme quelque chose à prendre en soin. Je prends un exemple banal. Par exemple, une personne vivant avec le VIH qui a très longtemps été sous traitement peut être sujette à de l'arthrose, à des problèmes liés à la lombalgie, liés aux effets des traitements. Mais pardon, quand il s'agit de demander à ce que une ordonnance, une radio, par exemple sur la lombalgie, une radio sur les questions des hanches, de l'arthrose, que cela soit prescrit en termes de soins à prendre en charge dans la liste des soins ALD, eh bien, il y a des soignants qui se rétractent carrément alors que d'autres l'acceptent. Ça, on ne le comprend pas, mais on leur dit, mais vous savez bien que ces traitements ont eu à causer des effets et que pour cela, des traitements ont été administrés. Mais pourquoi, pour faire les examens, il faille refuser de mettre ces examens-là sur la liste des prescriptions à faire en termes d'ALD? C'est un problème. Et quand on doit faire un IRM ou une radio de ce genre, mais il n'y a pas de prise en charge, mais c'est énormissime en termes de coûts. Et vous savez, en tant que population migrante, vous savez tout ce qui entoure la question de nos jours. Et vraiment, j'invite chacun d'ici à réfléchir sur la question parce que franchement, c'est énorme. Ok, merci. Merci. Sur les effets indésirables et sur les effets secondaires, est-ce que c'est des choses qui sont mal prises en compte ou qui sont difficilement prises en charge? Alors c'est compliqué parce que effectivement selon son histoire de vie avec le VIH, c'est effectivement différent si vous êtes sous traitement depuis 30 ans, 40 ans, depuis 2 ans. Donc heureusement il y a eu beaucoup de progrès sur ces questions-là, mais c'est vrai que c'est plus compliqué aujourd'hui de parler d'effets indésirables, y compris à son médecin, parce qu'on est censé ne plus en avoir. Et parfois, il y a certains effets où on peut effectivement nous dire non, c'est dû à autre chose. Et donc, c'est plus compliqué qu'avant d'être audible aujourd'hui sur ces effets indésirables. Voilà, j'étais rendue complètement insomniaque par un des derniers traitements. Il marche très très bien pourtant. Donc, mais c'est vrai que c'est plus compliqué. Et par ailleurs, comme la dame le soulignait, il y a la question de toute façon du reste à charge quand on doit faire d'autres... et qui fait que quand on a des revenus moins importants, ça reste un souci. Ça reste un souci de manière générale pour la population avec de bas revenus. Mais c'est vrai que cet aspect-là reste compliqué. Et d'ailleurs, pendant les États généraux, c'était aussi très ressorti de la part des personnes qui avaient été plus récemment contaminées, du fait que même entre personnes séropos, on ne se discrimine pas, c'est-à-dire qu'on puisse aussi, que des jeunes personnes séropos puissent aussi dire mais moi je ne vais pas bien, ma santé mentale est touchée, c'est pas parce que j'ai accès au traitement et que j'ai pas connu la Grande Guerre et cette terrible période que j'ai pas le droit de dire que ça va pas, ou que éventuellement je pense que j'ai aussi des effets indésirables. Donc on doit aussi, entre nous, personnes vivant avec le VIH, être attentifs aux différentes situations.
Oui, c'est très important de le rappeler. Je vous ai une question, ou en tout cas une information qui s'adresse directement à Claire Hédon par rapport à son... Et ce qui se passe aujourd'hui, au-delà de l'AME, moi je suis dans une permanence d'accueil des demandeurs d'asile et de réfugiés, c'est les ruptures de titres de séjour qui sont très longs et qui risquent d'occasionner des ruptures de soins. Et on a parmi ces personnes qui sont suivies, des personnes qui ont des maladies très lourdes. Et bien sûr, quand on est suivi à Bichat ou dans des hôpitaux où il y a des militants, encore des médecins militants, ça se passe bien, mais ailleurs, on les refuse. Donc il y a vraiment un problème autour des délais, parce qu'avec le fait que tout se fait maintenant sur une plateforme numérique, on s'adresse à personne, on n'a plus de guichet, on n'a plus de personne, donc ils nous envoient des messages lambda automatique, oui, nous avons bien reçu votre traitement, mais il y a des gens qui sont en rupture de titre de séjour alors qu'ils sont réfugiés ou demandeurs d'asile normaux, qui sont en rupture qui ont une carte de séjour pour vivre privée et familiale pour raison de santé, qui sont en rupture depuis plus d'1 an. Alors je vais vous répondre parce qu'on est plus qu'alertés sur cette question. La question du droit des étrangers en général, c'était 10% de nos réclamations en 2019, c'est un quart en 2023 et ce sera un tiers en 2024 sur les 138 000 réclamations. Dedans, les 3 quarts sont des questions de renouvellement de carte de séjour. Donc des personnes qui ne posent aucun problème, qui ont un emploi, qui sont mises en situation irrégulière par l'administration. Et vous avez raison, non seulement elles perdent leur emploi, mais à certains moments, elles perdent aussi la question de la C2S ou de l'assurance maladie, d'ailleurs classique, ils ne sont pas du tout tous à la C2S, et à qui on répond, vous avez qu'à du coup partir à l'AME. Quand même absolument incroyable, avec en plus les délais. Je suis effrayée par ça. Je trouve ça... c'est lié. Donc, quand je dis ça, je n'ai pas d'accusation contre les agents dans les préfectures, contre les préfets, qui sont mis à mal avec la quantité de titres de la courte durée des titres de séjour qui fait un renouvellement constant dans les préfectures et qui engorge les préfectures. Donc, les préfectures, d'abord, le premier point, c'est sur les personnes complètement délétères. Hein. C'est évident, vous voyez, perte d'emploi, problème de santé, tout ce qu'on veut. À perte de logement aussi. Après ça, les préfectures sont en tension, le tribunal administratif est en tension, nous aussi, parce qu'en fait, excusez-moi, mais nos délégués qui traitent ce genre de réclamation, ils ne font pas de la médiation, ils appellent la préfecture pour être sûr que le dossier soit traité à temps. De gens, je le redis, qui au bout du compte obtiennent leur carte de séjour, c'est même pas à qui ça va être refusé, c'est juste qu'on les a mis en situation irrégulière pendant plusieurs mois quand c'est pas une année. Donc là-dessus, 2 choses à vous dire. On est en enquête dans les préfectures pour essayer de comprendre dans toutes les préfectures quel est le pourcentage de première demande, de renouvellement, les délais de traitement. Et une enquête qu'on a menée sur l'ADNEF, justement, c'est l'outil informatique dont vous parlez, qui bug en permanence, sur lequel on ne peut pas déposer les pièces, on n'est pas au courant. Voilà. Et donc ça, le rapport, on le rend à la mi-décembre. Moi, j'ai pour le coup un petit espoir qu'on avance là-dessus parce que je n'arrive pas à penser que c'est volontaire. Donc je ne vois pas l'intérêt de mettre des gens qui étaient en situation régulière, en situation irrégulière, quand ils étaient là depuis 10, 20 ans, 30 ans. Donc j'ose espérer qu'on aboutisse au moins à régler la question des renouvellements de cartes de séjour. Voilà. Mais on est largement alertés, effrayés, scandalisés, je ne peux pas vous dire plus. Bonjour, je m'appelle Catherine Patrice. Je suis à la retraite depuis longtemps et depuis que j'y suis, je fais beaucoup d'éducation sexuelle, dont vous avez parlé, dans les lycées et même dans les maisons de retraite aujourd'hui. J'ai appris, parce qu'au début, effectivement, ça passait très mal, j'ai appris qu'il y avait une méthode pour faire ça. C'est-à-dire qu'au début, on disait qu'on voulait faire de l'éducation sexuelle. Bon, alors les parents, certains étaient vent debout, on ne pouvait rien faire. Et d'autres, après, on a appelé ça, je ne sais plus comment. Enfin, aujourd'hui, on en est à appeler ça la gestion des risques en santé. Et là, a priori, ça passe et on peut parler... Oui, il faut s'adapter, hein, même quand on est vieux. Et donc, l'important, c'est qu'on puisse leur... Bon, alors en gros, ça tourne autour des addictions et de la santé sexuelle. Bon, on a trouvé une méthode, on ne fait pas de cours, on leur donne des blocs-notes ou des papiers pour qu'ils écrivent leurs questions anonymement, etc. Et dans ces conditions-là, on s'aperçoit que ça marche. Moi, j'en fais à peu près une par mois ou tous les 2 mois, et a priori, ils ont l'air contents, enfin, c'est ce qu'ils disent. Bon. La deuxième chose, je voudrais dire que je suis allé
il y a 15 jours dans une faculté de médecine. Bon, je suis médecin moi-même. Je suis allé dans une faculté de médecine pour savoir comment on parlait du VIH, des genres, etc., etc. Avec une association, je n'étais pas toute seule, bien évidemment. Eh bien, on m'a expliqué que c'était une élève de 3e année qui, elle, a répondu à cette question-là. Jamais elle ne va au cours. Jamais. Au début du semestre, elle achète pour 150 € de polycopier. Elle va recommencer au mois de janvier. Ils sont chez eux. Quand ils veulent entendre un professeur, et je vous parle de la faculté de Bichat, hein, c'est pas, en principe, elle est assez réputée. Donc on ne parle ni d'homophobie, ni de transphobie, ni de sérophobie, rien du tout. C'est pas le sujet. Après, on s'étonne qu'effectivement, ils ne savent pas soigner les malades. Mais ils ont le droit de voir leur professeur parce qu'il se fait filmer dans un amphithéâtre où il est tout seul, n'est-ce pas? Mais on ne peut lui poser aucune question. Il faut dire que la Covid a bien organisé ça avec les visioconférences, comme ils appellent. Bon, et elle nous a dit qu'elle n'a jamais entendu parler de ça. Et que pour l'instant, la seule chose qui la préoccupe, c'est de réussir son examen pour avoir l'internat. Moi, je vous demande comment et qui doit aller voir les gens qui font les programmes pour leur demander quand même qu'on parle de choses sérieuses de temps en temps. Bon, parce que moi, je dis que, vu de ce que j'ai écouté, on y est quand même resté à peu près 2 heures. Moi, je dis que cette jeune femme, qui a l'air de bien suivre ses études, qui a l'air d'être assez motivée, elle fera un très bon ingénieur en santé. Ça, je pense. Mais quant à être médecin, je pense qu'elle ne le sera pas. Ouais. On va prendre peut-être une dernière question. Ah oui, il y a madame. Merci. Alors, juste un tout petit truc. Alors, les discriminations, bien sûr, c'est lié à l'application des droits, la mise en œuvre des droits. Si vous faites une comparaison entre les décisions qui ont été prises à l'épidémie de VIH, justement dans le respect des droits des usagers, qui a donné la loi Kouchner, etc., et ce qui a été fait pendant la Covid, est-ce que vous estimez qu'on a tiré les enseignements de l'épidémie de VIH dans le respect des droits au moment de la Covid? Ben non, effectivement. Enfin, je trouve en tout cas qu'aborder toutes ces questions par les droits me paraît essentiel. Mais non, j'ai pas forcément l'impression que les droits des personnes aient été respectés. Mais voilà, je suis d'accord avec vous. Il y a un lien à faire. J'ai aussi, enfin, moi, j'ai 2 choses que j'aurais envie de rajouter liées à ça. Moi, je suis assez inquiète sur les attaques qu'il y a sur le monde associatif en ce moment. Je ne sais pas si vous commencez à l'observer dans une association comme Aide ou pas. On l'observe sur les associations de protection de l'environnement et de défense des migrants. Je ne sais pas si vous l'observez aussi. Oui, voilà. J'avais une question, puis j'en avais une autre question pour Anthony. Est-ce que tu trouves que vous êtes assez équipé sur la question de comment parler justement d'éducation affective et sexuelle à l'école, sur des outils? Voilà, en fait, je renvoie les questions. Juste sur la question de la liberté associative, mais bon, oui, on est effectivement très inquiet, notamment avec ce merveilleux outil qu'est le contrat d'engagement républicain, parce qu'on se dit aujourd'hui, on voit d'abord qu'il sert à d'autres choses que ce pourquoi, soi-disant, il était prévu au départ, et on se dit que dans quelques années, SIDAction qui finance par exemple des associations qui appuient et qui accompagnent des personnes qui parfois sont sans papier, est-ce que un jour, ce contrat d'engagement républicain leur supprimera toute subvention parce qu'elles accompagneraient des personnes qui seraient sans papier et donc peut-être, merci Monsieur Retailleau, qui rétablirait le délit de séjour. Donc on se retrouverait finalement avec des associations qui seraient sans subvention publique. Et je pense que là vraiment, il y a un vrai danger. Et d'autres associations comme le Planning, ils sont déjà confrontés. On est vraiment en danger. Et merci de nous tenir au courant parce qu'en fait, on est compétents sur la partie liberté associative, défenseur des droits et des libertés. Et on voit monter quelque chose d'effectivement excessivement effrayant. Et c'est via ce contrat d'engagement républicain, vous pensez à ça? Absolument, c'est exactement. Nous, on avait dénoncé au moment de la loi ce contrat d'engagement républicain. Je vous rappelle que les seuls qui étaient montés au créneau, c'est les protestants, parce qu'ils avaient un peu vu le truc, comment vous dire, avec une petite habitude de ce qui avait pu se passer dans le passé. Et nous, on avait dit le risque qu'il y avait de déviation de la façon d'utiliser. Et effectivement, je ne savais
pas que ça touchait aussi du coup des associations comme les vôtres, mais voilà, on a une vraie inquiétude sur la liberté associative, qui est un des fondements de la démocratie, hein, comme la liberté de manifester. C'est pas que l'élection au suffrage universel, la démocratie. Pour répondre très rapidement, la réponse est non, N-O-N. En fait, il y a toujours une sorte de schizophrénie dans la production de programmes scolaires. Donc, et en même temps, une destruction de la mise en œuvre du programme, c'est-à-dire concrètement, moins d'heures pour faire un programme toujours aussi joli en PowerPoint dans les présentations ministérielles, mais concrètement, des conditions qui se sont énormément dégradées. Donc on court après un programme qu'on n'atteindra jamais, en fait, et donc à cet endroit-là, c'est particulièrement dramatique. Merci à vous et à vous tous ici sur la scène.